Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à suivre, en tout cas à prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders Tui TV et Watt FM. Comme je l'ai dit, c'est la troisième convocation de cette semaine. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est une émission que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, mesdames, messieurs, les juges au siège, Bernard Bougmois, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougmois, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. L'acte a été signé le 10 janvier du février dernier par le lieutenant-colonel Damiba. Il consacre la réorganisation de la sécurisation des institutions et autres personnalités du Burkina Faso. Le président du Faso sera désormais gardé uniquement par l'armée de terre, le premier ministre par la gendarmerie et le président de l'Assemblée nationale par la police nationale. Des réformes qui touchent le groupement de sécurité et de protection républicaine GSPR et qui mettent fin à la composition mixte de ce corps. En tout cas, c'est le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et pour comprendre se réformer les enjeux, nous avons à la barre ce matin Mahamoudou Savadogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci au tribunal. Alors, je rappelle, à votre disposition. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. L'audition avec les juges, c'est après la première virgule, les avant-propos. Juge Bougmois, vous avez la parole. Merci, président. Mon avant-propos va concerner le cérémonial de ce matin. Ne pas dire, je ne sais pas s'il faut parler de prise de fonction officielle, prestation de serment, acte solennel de prise de pouvoir, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Les juristes trouveront un nom qui va avec, mais c'est aussi l'originalité d'un pays comme le Burkina, où on accepte quelqu'un pendant 27 ans, un matin on le fait partir, c'est une insurrection populaire. Et ceux qui ont porté l'insurrection, les insurgés intègres, refusent de s'assumer conséquemment. Conséquence, c'est d'autres personnes peut-être qui ne portent pas les mêmes valeurs de changement qui l'ont porté. Et puis bon, on a élu un président, mais avant ça, on a résisté à un coup d'État. Après, on élit un président, et puis après, on le met au garage, et puis il y a un militaire qui arrive. Et nous, notre Conseil constitutionnel labellise le coup d'État, consacrant le coup d'État comme également une autre forme de prise de pouvoir. Ça, c'est l'originalité burkinabé à toute épreuve. C'est du jamais vu. Donc, c'est ça aussi notre marque. Donc, le militaire vient, il met en place également 15 personnes triées sur le volet, qualité intrinsèque, et puis tac, pour produire un travail de 2 semaines qui aussi demande à des gens chevronnés. Et aussi, il faut un travail de consultation pour trouver des gens qui sont chevronnés, qui sont avertis des questions pour pouvoir donner un document consensuel. Ah ouais. Et après, maintenant, nous allons passer pour la mise en place des organes et tout, pour qu'on puisse avoir une affaire de large consultation. Donc, maintenant, à quoi est-ce que va s'atteler ce gouvernement? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il ne faut pas chercher loin. Si on feuillette le rapport du Collège des sages de l'époque 99-2000, si on feuillette le rapport du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui a été un travail piloté de main de maître par le regretté Natama, il y a de la matière là-dedans. Sans oublier maintenant les autres rapports liés aux propositions pour la bonne gouvernance, les réformes du système éducatif et tout. Je dis, on n'a même pas besoin d'aller chercher loin si on veut vraiment aller de l'avant, parce que les documents dont je suis en train de parler, tout y est. Reste à savoir si nous n'allons pas déposer ça et chercher autre chose à faire, parce qu'on est aussi champion dans quand lui il vient, il casse ce que l'autre avait conçu comme fondation au niveau de construction pour recommencer à zéro. Donc c'est pourquoi nous sommes dans ce perpétuel changement. Donc espérons que, j'ai dit bien espérons que, j'ai dit mais là, à partir d'aujourd'hui, c'est une autre ère qui s'ouvre sur le Burkina par rapport aux conditions de prise de pouvoir. Et ça, c'est la grosse interrogation. Naturellement, les juristes viendront voir comment est-ce que... Parce qu'il y en a qui avaient dit que c'était toujours possible de rectifier le tir. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas fait. Donc, peut-être aussi ça va être une réforme d'ailleurs de ce Conseil constitutionnel pour le rendre encore plus opérationnel. Mais je me demande maintenant comment. D'accord. Merci, juge Bougmois. Juge Vaha, vous avez la parole pour votre avant-propos. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la France et son retrait du Mali. On est en train de voir les rencontres qui sont en train de se faire.
C'est clair qu'il y a une posture qui essaie de la France, c'est de ne pas vouloir donner aux uns et aux autres la lecture que ce soit les bisbilles entre le Mali et la France qui fait que, bon, il y a ce retrait-là et que ce ne soit pas perçu comme un retrait français, mais plutôt européen. Parce que n'oublions pas qu'il y a Katouba quand même qui réunit 15 pays, 800 hommes en gros. Donc quand vous regardez, ils ne veulent pas qu'on lise ça de façon simpliste comme ça. Et pourtant, c'est eux, le chef de file, quand on parle de présence étrangère au Mali. Et évidemment, c'est les bruits entre la diplomatie malienne et celle française qui conduisent aujourd'hui à la réalité dans laquelle nous sommes. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose de transversal pour ce qui est de ces pays européens, la non-acceptation d'interventions telles des militaires de sécurité privée comme les services de sécurité privée comme Wagner. C'est un principe. Donc à partir du moment où il y a cela, pour eux c'est un attelage mal assorti, ils ne peuvent pas rester. Donc, mais au fond, on sait très bien que c'est le problème entre Paris et Bamako. C'est celui-là qui a cristallisé toutes les attentions et qui a créé cette implosion aujourd'hui. Il y avait peut-être d'autres façons de traiter le dossier, d'autres postures qui auraient pu permettre de sauver les meubles, mais là on est dans un désamour total et le vin semble tirer. Il reste maintenant à voir où déposer les valises, mais ils ne vont pas quitter le Sahel. Ça au moins ils l'ont dit de façon claire. Alors une activité que nous allons suivre de très près. En tout cas, merci pour ces avant-propos. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, Mahamoudou Savadgo, expert en sécurité, est notre convoqué du jour. Nous allons parler des réformes apportées au niveau de la sécurisation des institutions et autres personnalités au Burkina Faso. Alors, il faut rappeler que vous êtes également gendarme de formation. C'est d'ailleurs là ma première question. Comment on quitte l'opérationnel pour être dans la consultation? Est-ce que c'est la passion pour la tenue qui s'est estompée, la peur d'être sur le théâtre des opérations? Expliquez-nous un peu, M. Savadogo. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, j'ai quitté les rangs depuis 2015-2016, fin 2015. Donc, avant que les événements ne s'enchaînent, c'est-à-dire avant l'avènement du terrorisme au Burkina Faso. Donc, le Burkina était en temps de paix, je peux dire. Alors, pourquoi avoir décidé de quitter? Parce que tout simplement, et pour moi, l'armée, c'est un tremplin. Et pour moi, à un moment donné, il va falloir changer d'itinéraire. Et c'était dans mes options, parce que après avoir fait une quinzaine d'années dans l'armée, pour moi, il y a lieu de faire valoir ses compétences ailleurs. Et j'étais un passionné, ou bien je suis toujours un passionné de la recherche, et c'est vers la recherche que je me suis lancé. Et pour compléter ce que j'ai appris dans l'armée, car j'ai beaucoup appris, et je pense que ça m'apporte beaucoup, parce que je fais de la recherche-action, ce qui me permet effectivement d'avoir une petite particularité par rapport aux chercheurs conventionnels qui sont beaucoup plus dans la théorie. Voilà. D'accord. Monsieur les juges, un expert en sécurité à la barre du tribunal de l'actualité, peut-être des questions de généralité avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Oui, vous dites que vous êtes parti en fin 2015, en ce moment on était en paix, alors qu'en fin 2015, le Burkina vivait déjà 4 attaques terroristes. L'enlèvement du Roumain en avril, l'attaque de la gendarmerie d'Oursi, du poste de douane de Déou et de Samourgouan. La gendarmerie de Samourgouan, où d'ailleurs ça coûtait la vie à des gendarmes. Donc on était déjà dans une zone de début de turbulence, pas de paix en tant que telle, mais c'est qu'on n'avait pas pris la pleine mesure de la situation, mais on était déjà sous des attaques terroristes. 2016, ça a été vraiment le moment, parce que voilà, et toutes ces dates dont je parle, c'est entre avril et octobre, pratiquement. Parce que aussi, c'est un qui était avril, il y en a un en août, Samourgouan c'était en octobre. Je n'ai pas les dates exactes, mais ça s'est enchaîné d'avril en octobre, ça s'est enchaîné. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vu venir, ou bien d'où est venue l'idée de quitter pour aller dans la consultation? C'est très important aussi de le savoir. Ok, merci beaucoup. C'est pour dire que ça a été acté en fin 2015, fin 2016. Ça veut dire que le processus a commencé bien avant. Ça, c'est un. Et de deux, j'avais déjà enchaîné mes travaux de thèse sur les questions de l'extrémisme violent. Et vous savez très bien que pour avoir une liberté scientifique, une liberté d'expression, aussi dans l'armée, c'est difficile pour un scientifique, effectivement, surtout en sciences politiques, et d'avoir cette liberté d'expression-là. Alors, donc, il était nécessaire, effectivement,
que je fasse un recul pour pouvoir être assez objectif dans mes prises de décision et dans mes recherches. Donc c'est tout ça qui a conclu et qui a abouti à l'acte en fin 2015, début 2016. Mais ça avait commencé bien avant parce que c'est toute une procédure qui nous permet effectivement de rendre le tablier. Effectivement, les menaces ont commencé dès 2015. Je peux dire que même en 2009, il y avait déjà des signaux. Des signaux. Il y avait même des groupes qui étaient en train de s'installer dans l'ouest du pays. Et pour rappel, le premier groupe terroriste n'est pas Ansarul Islam. Le premier groupe terroriste a été démantelé depuis à l'ouest du Burkina. Je vous rappelle la bande de Sawadgo qu'on avait démantelée à Rayongo. Voilà, et c'est un de ses grands frères qui était le leader d'un premier groupe qui se retrouvait au niveau de effectivement, même Samorgua, c'est-à-dire dans la région de l'Ouest. Mais ils n'ont pas pu faire long feu parce que la population s'est tout de suite opposée à l'implantation de ce groupe-là. Donc depuis 2009, ils avaient tenté de s'installer, mais ça avait été étouffé dans l'œuf. Juge va. Moi, ce sera le parcours. Peut-être que je vais venir directement dans le vif du sujet. Souvent, lorsqu'on parle de cette question-là, sécurité et tout, on a, et terrorisme de façon plus générale, on est souvent arc-bouté sur l'offre en face, c'est-à-dire militaire et tout en termes d'organisation et de stratégie. Et on oublie aussi que le terrorisme, il est un terreau. Il y a ce qui le favorise, il y a une réalité qui la met un peu plus à l'aise. Et ce qu'on n'aborde pas très souvent, c'est la question de la religion. Est-ce que vous pensez que ça s'aborde de façon frontale? Parce qu'on a un scientifique en face de nous et on est dans un contexte burkinabé où quelquefois aussi on est dans des tabous. Est-ce que ce sujet on l'aborde, quand vous le regardez, de façon frontale et de façon sincère? Oui, effectivement, ce sujet est abordé, mais malheureusement, pour le cas du Burkina, on évite d'aborder le sujet, on évite d'affronter le sujet. Si vous partez au Sénégal où je suis très fréquent ou en RDC, mais le sujet est abordé de façon frontale. Mais ici, lorsque tu décides d'aborder le sujet, on te dit non, écoute, c'est sensible, et le Burkina est déjà assez meurtri, il ne faut pas encore creuser des clivages. Mais il faut être honnête, la question religieuse fait partie des causes de l'extrémisme violent. La question religieuse fait partie des options qui amènent beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes à basculer dans l'extrémisme violent. Et c'est une des principales causes, même si ce n'est pas la principale cause au Burkina, parce que au Burkina, nous avons une situation assez hybride. Vous savez que la religion, elle n'est pas un facteur principal de division des communautés au Burkina, comme au Mali ou dans d'autres pays. Mais on a une situation hybride où vous allez voir que, mêlé aux actes terroristes, on a des questions de criminalité, on a des questions religieuses et on a aussi des questions de conflits communautaires. Et pour comprendre la dynamique, il va falloir faire la part des choses. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que chaque région doit être analysée de façon particulière. On ne peut pas apporter les mêmes réponses pour toutes les régions parce que ce n'est pas les mêmes causes. Vous allez voir que la question religieuse elle est plus prégnante par exemple au Sahel qu'à l'Est, qu'à l'Ouest par exemple ou dans la boucle du Mouhoun. Ce n'est pas les mêmes causes. Donc si vous prenez les mêmes causes pour trouver les réponses de façon générale, on ne va pas en venir à bout. On a eu les réponses, on a eu des exemples patents. Vous avez vu le cas de l'Est qui a complètement basculé. Vous avez vu le cas de la région de la boucle du Mouhoun et du Nord aujourd'hui qui a complètement basculé. J'ai pu vous dire que ce n'est pas les mêmes dynamiques. Ça veut dire que si on aborde les questions de la même manière, on ne va jamais trouver une solution pérenne à la situation du Burkina. Bon, je pose la question parce qu'en son temps, on se rappelle de Malam Dicko, Ibrahim Malam Dicko, et de ce que certains pointaient du doigt, un prêche rigoriste dans certaines parties et dans certaines zones du Burkina, et certains tiraient la sonnette d'alarme. On avait comme l'impression qu'on était un peu mal à l'aise avec le sujet. Maintenant, c'est vrai aussi que la question même du fondamentalisme et de l'expression même du terrorisme, en évoluant, s'est adapté à beaucoup d'autres choses, où on a parlé de banditisation du djihadisme ou de djihadisation du banditisme. Mais donc, c'est la réalité. Mais en ce moment-là, on n'a pas été concret là-dessus. Oui, on n'a pas été concret parce qu'on a évité d'aborder le sujet au moment où Malam était en train de faire basculer
la province du Soum. Pour Malam c'est basé sur quoi? Malam c'est basé sur des divisions sociales. Il s'est basé sur une réforme de la société et il s'est basé surtout sur la religion pour pouvoir faire basculer bon nombre de jeunes. Malam a voulu changer l'ordre social qui existait au Sahel. Et cet ordre social-là, qu'on refuse de parler, c'est quoi? C'est les questions d'esclavage qui se trouvent toujours au Sahel. On a des maîtres et des esclaves au Sahel. Il y a des ethnies qui sont maîtres, il y a des ethnies qui sont esclaves. Et là, il va falloir mettre du doigt, le doigt sur la plaie pour résoudre ces problèmes. Parce qu'effectivement, c'est un problème. Et c'est sur ça que Malam a surfé. Et aussi sur la religion. Parce qu'il a voulu être beaucoup plus rigoriste. Il a trouvé que la religion actuelle n'était pas assez rigoriste. Donc, il a voulu être rigoriste en appliquant les principes stricts de la religion qu'il a appris au Mali, parce qu'il a été en contact avec Amadou Koufa au Mali. Et ensuite, il a même utilisé l'administration pour que une partie de l'administration se rébelle contre l'administration. Parce que parmi les adeptes de Malam, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait des agents de l'administration, des fonctionnaires qui sont parmi les premiers adeptes de Malam. Donc, les adeptes de Malam, ce n'était pas seulement des religieux, il y avait des religieux, il y avait des fonctionnaires, et il y avait des citoyens comme ça seulement. Donc, il y avait tout ce mélange-là, et dont on n'a pas prêté attention. On a tout simplement cherché à combattre avec les armes. On n'a pas cherché à comprendre quelle a été la cause. Qu'est-ce qui peut bien pousser un fonctionnaire burkinabé à basculer? On était dans le déni en disant que non, ce n'est pas des Burkinabés. Malam a recruté ailleurs. Ce qui était faux dès le départ. Dès 2016-2015, les combattants qui attaquaient dans le Soum, dans le Sahel du Burkina, c'était bien des Burkinabés. Ce n'étaient pas des peaux rouges comme on avait l'habitude de nous faire entendre. D'accord. Oui, effectivement, vous dites qu'au Sahel, c'est beaucoup plus la question religieuse. À l'Est, c'est tout autre chose. À l'Ouest également, c'est tout autre chose. Donc, je voudrais savoir, à l'Est, c'est quoi et à l'Ouest, c'est quoi? Ok. Pour ce qui est de l'Est, la région a basculé en mars 2018. Alors, vous avez une région qui est la deuxième région où la population est la plus pauvre. En 2018, c'est-à-dire avant que la région ne bascule, c'était la deuxième région où la population est la plus pauvre. Maintenant, je pense que c'est la première région. Ensuite, voilà une région qui contribuait au PIB national. C'est la quatrième région qui contribuait au PIB national, après Ouaga, Bobo et la Boko du Moun. Donc, voilà une région riche dont les populations sont pauvres. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, une région où l'État n'a pas investi. Manque d'investissement. La route s'arrêtait ou à couper là. Et l'hôpital de Fada, qui est l'hôpital de référence régionale, date des années 1960. Donc, et il y avait peut-être 2 spécialistes. Un cardio et peut-être un ophtalmologue. À part ça, il fallait faire une évacuation à Ouagadougou. Ça, c'est le deuxième facteur. Manque d'investissement de l'État. Troisième facteur, c'est le fait que, à la même période, Barkhane avait mis la pression sur l'État islamique dans le centre du Mali, qui s'est déporté vers la partie septentrionale de l'Est, c'est-à-dire dans la bande frontalière entre le Niger et le Burkina. Et le quatrième facteur qui est venu s'ajouter, c'est les événements de Kunkunfuanu. Vous vous rappelez très bien que en 2016-2017, il y a un village où aujourd'hui qui est l'épicentre de la violence, c'est-à-dire dans la zone de Kabonga, donc entre Pama et comment on appelle ça, et la frontière béninoise. 7000 habitants étaient déguerpis manu militari parce qu'ils occupaient une zone pastorale. Donc ils ont été déguerpis, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été jugés. Vous avez même couvert l'actualité en 2016-2015. Donc ensuite, l'Est, vous savez que l'Est, c'est la région où se termine la transhumance. Donc, c'est la région où il y a beaucoup de zones pastorales, mais il y a toujours des conflits entre éleveurs et agriculteurs parce que tout simplement, l'État, la pression démographique a fait qu'il n'y avait plus d'espace nécessaire pour créer des voies de transhumance. Donc, tout ce cocktail mélangé a fait que, quand l'État islamique est arrivé, il a proposé aux populations de leur donner un kit complet. Vous êtes abandonné par l'État, vous avez trop de problèmes et vous êtes une population riche
qui est exploité, et sans oublier qu'il y avait la question de l'or où l'État avait décidé d'industrialiser les mines d'or, d'où la création de la mine de Bungu, et donc de ne plus accepter l'exploitation artisanale. Donc, voilà une population qui ne pouvait plus exploiter son or, ses terres, qui ne pouvait plus faire la pêche. Et donc, qu'est-ce qui restait à cette population? Et en ce moment, il y avait les groupes terroristes qui sont venus les faire des propositions. Eh bien, cette population s'est vue presque obligée de basculer pour survivre. Mais il fallait comprendre cette dynamique pour apporter une réponse. Vous avez vu qu'il y a eu l'opération Otapuano, c'est l'opération la plus chère que l'armée n'a jamais menée, et la plus coûteuse en vie humaine et en matériel. Mais 6 mois après l'opération, l'Est n'a jamais été autant occupé qu'après cette opération. Ça veut dire que ce n'était pas la réponse appropriée, il y avait des causes beaucoup plus profondes pour cette région. Voilà pour ce qui concerne la région de l'Est. Par exemple, pour la région de la boucle du Mouhoun, on a des communautés qui sont en conflit et qui trouvent la situation idéale pour faire appel à des groupes armés terroristes qui sont du côté du Mali. Vous savez que la boucle du Mouhoun est frontalière avec l'autre côté du Mali où il n'y a pas d'administration, le centre du Mali où il n'y a pas d'administration. Et il n'y a que les groupes armés terroristes et précisément la Katiba d'Imassina. Et donc, ils ont fait chacun d'eux, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, chacun d'eux, ont fait appel à des groupes armés terroristes pour résoudre leurs problèmes. Parce que c'est des questions foncières. Et quand l'administration vient pour régler ces questions foncières, c'était à qui a le plus de pouvoir, à qui a le plus de relations. Donc, étant fatigué, et chacun d'eux a fait appel à un groupe donné. Et donc, c'est cet affrontement-là qui a donné ce que nous voyons aujourd'hui dans la région de la boucle du Mouhoun. Et pour chaque région, il y a des débuts qui, après, bien sûr, continuent à évoluer. Et sans oublier que la région de l'Est, c'est une région frontalière. Elle fait frontière avec au moins 3 pays, le Togo, le Bénin, le Niger. Donc c'est une zone par excellence idéale pour les groupes armés terroristes. Il y a les cascades. La région des cascades, c'est une région aussi des 3 frontières. Et les groupes armés terroristes avaient prévu cette région au cas où le G5 Sahel allait être opérationnel. Donc ils allaient redescendre du Sahel, ils allaient redescendre vers la région des cascades qui fait frontière avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina. La Côte d'Ivoire, le Burkina et le Ghana. Donc c'est 2 zones de 3 frontières qui leur permettront d'aller d'une région, d'un pays à un autre, parce que tout simplement c'est stratégique pour eux. Et aussi c'est une zone où les populations sont laissées à elles-mêmes. Vous voyez le nord du Ghana, le nord de la Côte d'Ivoire, c'est des zones à problème, c'est des zones à risque. Et aussi, sans oublier qu'on avait des élections en préparation pour la Côte d'Ivoire. Donc, si ces élections basculaient à l'affrontement, eh bien, ça allait être le moment pour ces groupes armés terroristes de pouvoir, effectivement, et faire basculer toute la région. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez qu'ils tentent par tous les moyens de faire basculer le nord de ces pays-là, et du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le nord du Ghana, aujourd'hui, est infesté par ces groupes armés terroristes, même s'ils ne sont pas actifs au Ghana. Donc, ils se servent de bases arrières au Burkina pour attaquer ou bien pour implanter des bases arrières au nord du Ghana et au nord de la Côte d'Ivoire. Mahamoudou Savadro, expert en sécurité, est notre convoqué du jour. On l'a dit, avec vous, nous allons parler de la réorganisation apportée au niveau de la sécurisation des institutions et des hautes personnalités au Burkina Faso. Vous avez dit, maintenant, on a une claire lecture de ce qui a été opéré comme changement. Le chef de l'État est désormais sécurisé par l'armée de terre. Au niveau du Premier ministère, c'est la gendarmerie, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas aujourd'hui gardé par la police nationale. C'est des réformes qui ont été apportées, qui touchent principalement le groupement de sécurité et de protection républicaine GSPR. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce choix-là? Est-ce que c'est un aveu d'échec, notamment par rapport à la cohésion des différentes forces en présence, notamment pour le cas de GSPR? Je ne dirais pas que c'est un aveu d'échec, je dirais que c'est une organisation optimale, dans ce sens que depuis la création du GSPR, on avait déjà prévenu les autorités de la transition passée que c'était une erreur de vouloir mettre des entités qui, c'est vrai, travaillent de temps en temps ensemble, mais n'ont pas l'habitude d'avoir un brassage à ce niveau-là, c'est-à-dire d'être en permanence ensemble. Et ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes doctrines d'emploi. Donc, c'était presque voué à l'échec dès la création du GSPR. Mais, malheureusement, quand le président Roch est arrivé, il s'est entêté
Et vous avez vu, il y a eu plusieurs fois des scandales concernant l'organisation du GSPR, concernant le positionnement du GSPR. Alors, pour être plus explicite, la sécurité d'un président a besoin d'une force homogène. Et la meilleure force homogène qui puisse vraiment répondre à ces critères, qui a les moyens logistiques nécessaires, les moyens humains nécessaires, c'est l'armée de terre. La gendarmerie a certes les moyens humains, mais même pas les moyens humains nécessaires parce que sur le plan de la qualité, oui, mais sur le plan du nombre, la gendarmerie est en nombre réduit. Si vous demandez à la gendarmerie seule d'assurer la sécurité du président, ça va creuser des trous au sein des effectifs de la gendarmerie parce que la gendarmerie a un effectif très réduit par rapport à l'armée et par rapport à la police. Et la gendarmerie se retrouve, donc le minimum pour assurer la sécurité d'un président, au minimum il faut 1000 personnes. Donc vous enlevez 1000 personnes dans l'effectif de la gendarmerie, c'est pas évident que les autres entités puissent fonctionner normalement. Donc même si on avait confié à la gendarmerie, je suis convaincu que la gendarmerie allait faire appel à l'armée pour compléter certains aspects. Parce qu'il y a certains aussi dispositifs logistiques que la gendarmerie ne possède pas. Il n'y a que l'armée seule qui possède. Donc pour ce qui est de la police, il y a des qualifications effectivement qui seront difficiles pour la police de les avoir parce qu'elle n'a pas cette formation concernant la manipulation d'un certain nombre d'armements. Parce que pour assurer la sécurité d'un président, il y a aussi un dispositif sécuritaire et même militaire qu'il faut mettre en place, surtout lorsque le président se déplace. Donc je vois mal la police réquisitionner l'armée pour venir compléter son effectif. Donc vous voyez que de façon objective et rationnelle, si on veut une entité homogène, c'est bien la seule entité qui puisse vraiment remplir ces conditions pour assurer la sécurité du président. Okay. On se rappelle que c'était le 21 avril, hein, le 21 avril dernier, c'était 2021. Le 21 avril, il y avait même une journée de la cohésion qui avait été organisée. Bon, vous savez, quand vous prêchez quelque chose au sein d'un groupe, ça veut dire que c'est ce qui manque. Voilà, donc c'était déjà assez clair. Mais quand ça a été pensé comme ça, je pense que pour certains, c'est que les qualités qui sont reconnues à chacun des corps viennent bonifier un groupe. Est-ce que ce n'est pas aussi quelquefois la bagarre des bérets, comme on dit, la non-acceptation de l'autre, les difficultés à se surpasser pour une mission commune? Est-ce que ce n'est pas ça au fond? Oui, je suis d'accord avec vous. Une partie, ça fait partie du problème, parce que tout simplement, il y a des intérêts privés, des intérêts individuels qui veulent dominer sur l'intérêt collectif. Mais cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. Cette situation a commencé depuis la hiérarchie. Donc il fallait d'abord que cette hiérarchie aplanisse les problèmes qu'ils ont avant que cette structure puisse fonctionner. Ce qui est vraiment assez difficile aujourd'hui. Donc pour moi, effectivement, au départ, comprendre exactement dans quelle mesure chaque entité peut apporter son plus ou chaque entité est complémentaire à l'autre. Mais prendre juste, regrouper juste, parce qu'on veut un certain nombre d'éléments, regrouper juste ces éléments pour qu'ils organisent la sécurité du président, c'était voir l'échec. Dernière question pour moi sur le chapitre. Vous dites qu'il faut 1000 hommes en gros pour la sécurité du président. Maintenant, donc, on a essentiellement des militaires. Même si vous dites qu'ailleurs, si on va chercher, ça va faire des trous, c'est pas un manque à gagner quand on voit que face au terrorisme, il y a la question du nombre qui se pose. On a vu de retour d'un sommet lorsque Al-Assad est rentré, il a lancé le recrutement de 10 000 pratiquement, 2 000 à partir de cette année, et ça partait donc crescendo. Beaucoup ont vu par rapport aux menaces qui sont grandissantes, comment est-ce qu'on peut recruter beaucoup plus parce qu'il y a un manque qui est clair. Au Burkina, nous on est dans le ventre mou, hein, donc ça veut dire que le besoin il est forcément énorme. Prendre 1000 militaires affectés à cela, est-ce que ça ne fragilise pas aussi avec tous les fonds qu'on a? Je pense que c'est un mal nécessaire parce que d'abord la présidence, c'est une institution suprême et dont il faut préserver à tout prix l'intégrité. Si on n'arrive pas à préserver l'intégrité, on voit ce qui arrive. Ça c'est un. Mais je ne justifie pas les 1000. Ensuite, il faut préciser que
les 1000 éléments, sinon même plus, D'accord. sont chargés de la sécurisation et du président, de certaines institutions, même l'aéroport fait partie, et aussi d'assurer la sécurité aussi des hôtes du président. Donc ça veut dire que c'est un effectif, et sans oublier que c'est un effectif qui doit rouler. Si vous prenez la moitié de cet effectif, ou les un quart de cet effectif qui doivent monter par jour, par exemple, si vous prenez même 300 qui doivent monter par jour, c'est dit il faut que 300 se reposent. Ça fait déjà 600. Sans oublier qu'il y a d'autres tâches. Donc ça veut dire que ce n'est pas les 1000 qui fonctionnent en permanence, mais il y a des relèves. Mais quand cela ne tienne, c'est à nous de voir quel type d'organisation nous voulons, et aussi avec les défis du moment, est-ce qu'effectivement c'est nécessaire de mettre en place ce dispositif-là. Et sans oublier que nous sommes dans une période trouble. Donc, et c'est clair que le président de la transition ne va pas s'amuser avec sa sécurité, parce que il est clair que la situation n'est pas encore tout à fait stable comme on me le dit. Donc, et peut-être aussi qu'il peut décider de réduire le nombre d'hommes autour de lui. Et j'oubliais, parce que en plus de la sécurité, parce que vous avez plusieurs rayons de sécurité. Il y a la sécurité, la garde très rapprochée, la garde rapprochée, la garde qui occupe le périmètre, et les gardes qui occupent l'environnement du président. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la garde rouge. La garde rouge, c'est celle qui est chargée de donner les honneurs. Vous voyez qu'il y a des gens qui se tiennent debout avec des épées, avec un habillement rouge. Ça, c'est dédié à la gendarmerie. Ensuite, il y a les motards qui font partie aussi de la présidence. Parce que les honneurs militaires donnés par les motards aussi sont une exigence liée à la qualité du président. Lorsque le président se déplace, il a droit à un nombre donné de motards. On ne peut pas faire moins. Lorsque c'est un autre président qui vient au Burkina, il a droit à ces motards, c'est une obligation protocolaire. On n'a pas le choix. C'est pour vous dire que c'est des exigences. Et aussi, même quand on a dit que la gendarmerie a quitté la présidence, ce n'est même pas tout à fait vrai, parce qu'il y a la garde rouge, il y a l'escadron moto qui est toujours à la disposition de la présidence, il y a même la fanfare qui est toujours à la disposition de la présidence. Et au temps de Blaise, il y avait même les cavaliers, vous vous rappelez. Voilà, donc il y avait un escadron qui était dédié pour les cavaliers. Ok, Gilles Bourgman. D'accord, ok. Il y a aussi que... On dit que la gendarmerie est une force de campagne, une force rurale. C'est vrai, ou bien comment est-ce que ça doit marcher? Oui, la gendarmerie, c'est d'abord une arme d'élite, et une force de campagne, une force rurale. Pourquoi? Parce qu'en principe, le rôle de la gendarmerie, c'est la sécurisation de toutes les zones rurales, toutes les localités rurales. Et le rôle de la police, c'est la sécurisation des localités urbaines. Voilà pourquoi on dit que dans la lutte contre le terrorisme, aucune des entités ne respecte sa doctrine d'emploi. C'est parce que c'est inadmissible de voir la police se retrouver en race campagne en train de rouler ou bien en train de sécuriser une zone rurale. Ce n'est pas sa mission. Sa mission, effectivement, c'est de sécuriser les grandes villes. Voilà. Kaya, Bobo, Ouaga, et en tout cas tout ce qui est grande agglomération relève effectivement de la police. Et tout ce qui est agglomération et zone rurale, normalement, relève de la gendarmerie. Mais les effectifs et l'organisation fait que, effectivement, c'est difficile de respecter cette doctrine d'emploi-là. Mais elle est plus en ville au Burkina qu'en campagne. Vous avez pratiquement des localités où c'était seulement un commissariat de police qui était... La brigade de gendarmerie est arrivée dans beaucoup de localités après le commissariat. Oui, c'est ça le problème d'organisation, le problème de maillage territorial et le problème des effectifs. Je vous ai dit que parmi les entités, et si vous prenez la police, l'armée et la gendarmerie a l'effectif la plus réduite, sinon de moitié même par rapport aux autres. Pendant que la gendarmerie recrutait peut-être dans les années 2003, 2004, 300 personnes, la police recrutait 200 et 750, l'armée recrutait 1000 et quelques, 1500. Et ça n'a presque pas changé parce que les effectifs aussi ont augmenté, mais ça n'a pas trop changé. C'est pour vous dire qu'il y en a un problème d'effectif qui ne permet pas le ratio, de respecter le ratio. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à respecter
cette doctrine d'emploi des forces. D'accord. Vous dites que dans ce combat-là, les différentes forces ne respectent pas leur doctrine d'emploi. J'ai plusieurs fois posé cette question ici. Nous avons la chance de vous avoir. Le rôle de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elle a payé le lourd tribut en termes d'effectifs, d'éléments tombés par rapport aux autres entités. Dans ce sens-là, est-ce qu'elle joue un rôle qui n'est pas son rôle? Elle a pris la place de l'armée ou bien elle est à sa place? Oui, on peut dire que il y a certaines entités, il y a certaines zones où effectivement la gendarmerie a pris la place de l'armée alors qu'elle ne devait pas être là parce qu'elle n'a pas les moyens nécessaires en fait. Elle n'a pas tout l'équipement nécessaire. Elle a seulement sa force d'engagement. Elle a seulement sa volonté, mais elle n'a pas les moyens nécessaires. Revenons au drame de Inata. Voilà un détachement de gendarmerie qui se trouve au-delà d'un détachement militaire. C'est inadmissible, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable dans un pays normal. Parce que l'armée est chargée de la défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans le territoire burkinabé, la première force que vous devez voir, normalement, c'est l'armée, parce que l'armée est chargée de défendre les frontières du territoire. Ensuite, la gendarmerie, et après, la police. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais vous voyez qu'effectivement, la gendarmerie s'est retrouvée à un moment donné en front line, donc avec l'ennemi. Donc, il est normal qu'effectivement, ils subissent des pertes. Et il est normal qu'effectivement, vu qu'elle n'a même pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est la même chose quand on a utilisé les policiers en race campagne. Vous avez vu que les policiers se sont plaints. Et parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires, ils se sont retrouvés être en ligne de front. Vous vous rappelez, il y a 15 policiers qui sont morts à Foubé parce qu'ils quittaient une zone A et une zone B. Normalement, lorsque la police quitte une zone A à une zone B, et lorsque la zone est déclarée une zone d'opération militaire, une zone rouge, cette police doit être escortée par l'armée ou la gendarmerie. Parce qu'elle n'a pas les moyens de faire face à l'ennemi si elle se fait attaquer. Oui, elle n'a pas la puissance de feu nécessaire. Donc normalement, on devait même situer les responsabilités. Lorsqu'il y a eu ce drame-là des 15 policiers, on devait convoquer soit le ministre, et soit en tout cas voir qui n'a pas joué son rôle et qui a exposé. Parce que manifestement, on a exposé la vie de ces policiers. Ce n'est pas dans leur rôle. Donc vous voyez que c'est un peu plus complexe. Et comme on le dit, voilà pourquoi peut-être qu'on va revenir. On a créé le commandement des opérations du théâtre national pour pallier à tout ça. D'accord. Alors, vous l'avez dit, la guerre des bérets, c'est un fait. La réorganisation s'imposait, mais s'arrêter juste à cette réorganisation, est-ce qu'on ne déplace pas le problème? Vous l'avez dit, ces entités-là se retrouvent dans le même champ d'action, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. En ce moment, comment on organise tout cela? Oui, c'est dans ce sens que le commandement des opérations du théâtre national a tout son sens. Là, on pallie au déficit de l'unicité du commandement. Là, on a un commandement unique qui est chargé de donner les orientations, de fixer les secteurs d'action et d'activité de chaque entité et de coordonner les actions de chaque entité et de donner même la vision dans la lutte contre le terrorisme à chaque entité. Donc, ils auront la même vision. Parce qu'avant, chacun avait sa propre conception de la lutte contre le terrorisme. La police avait la sienne, et la gendarmerie, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, il faut canaliser tout ça, parce qu'on n'a pas les effectifs nécessaires, on n'a aussi pas les moyens, même nécessaires, pour éparpiller nos forces. Et je pense que c'est la mission essentielle du commandement des opérations du théâtre national qui est chargé effectivement de canaliser toutes ces forces-là pour un meilleur résultat. Et elle canalise même les forces paramilitaires qui sont... C'est vrai que la police est une force paramilitaire. Donc, que sont les eaux forêts, la police, les Koglouego, les VDP et aussi les douaniers, qui chacun aura un rôle bien précis et un secteur d'activité et aussi une organisation au sein de ce commandement. Donc pour moi, il est évident que c'était vraiment nécessaire de créer ce commandement-là qui résout la question de l'unicité du commandement. Mais quelles étaient justement les limites du COIA qu'on avait, le même commandement d'opération mais interarmée? Quelles étaient ces limites? Les limites, c'était peut-être la force et le mandat qu'on avait assigné. Okay. Parce que vous voyez que là, il est directement lié au président. Ça veut dire que et il ne répond que directement du président. Ça veut dire que son supérieur hiérarchique, c'est le président.
Et c'est vrai qu'il a des liens fonctionnels avec le chef d'état-major général des armées, mais il a des liens hiérarchiques, avec le président. Ça veut dire qu'on compte aujourd'hui mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de ce commandement-là pour que ce commandement puisse atteindre les objectifs. Ce qui n'était pas le cas avec l'autre qui était de faciès et aussi où les gens n'arrivaient pas à s'assumer clairement pour prendre les responsabilités. Parce que lorsqu'on disait par exemple de réunir les gendarmes, de réunir les policiers dans une seule unité, vous voyez que c'est comme si on chassait même le commandement, chacun fuit, parce que c'est difficile, presque difficile aujourd'hui. C'était difficile en son temps de le faire. Mais là, ça relève vous avez vu qu'on lui a donné plein pouvoir de les réunir et d'en faire une unité constituée comme il le veut. Donc ça veut dire que c'est là l'innovation majeure. Et c'est là la force majeure de cette nouvelle entité. Bourman ? D'accord. C'est effectivement une entité qui est arrivée avec beaucoup de félicitations quand on a regardé. Mais au niveau du Burkina, c'est vrai, sur le plan organisationnel, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi la question de la logistique et la question du renseignement. Est-ce qu'à ce niveau-là, réellement, on est faible ou on ne l'est pas? Je pense que pour la question du renseignement, il va falloir reconstruire, puisque vous avez vu qu'aux premières heures, s'il y a une personne qu'on a rapidement fait partir, c'est le chef des renseignements. Et généralement, c'est parce qu'on ne lui fait pas confiance. Et donc, si on ne lui fait pas confiance, ça veut dire qu'il va falloir réorganiser ça. Et même avant même qu'il y ait ce coup d'État, l'une des revendications des soldats sur le terrain, c'était effectivement le problème du renseignement. On trouvait que le renseignement venait soit tard, ou même pas à temps, ou même pas précis pour permettre aux équipes qui sont opérationnelles sur le terrain de pouvoir anticiper sur l'action des groupes armés terroristes. Malheureusement, actuellement, les groupes armés terroristes sont mieux renseignés. Ils ont un maillage en termes de renseignement plus performant que notre renseignement, parce que lorsque la troupe se déplace, presque chaque 5 km, ils ont l'information, ils ont la composition et ils ont l'itinéraire. Et c'est ça qu'il va falloir, c'est cette tendance qu'il va falloir renverser avec la question des renseignements. Pour la question de logistique, on n'a pas le choix. Il va falloir reconstruire, il va falloir rééquiper l'armée, parce qu'on nous a endormis avec de fausses promesses, on nous a endormis avec de fausses annonces, alors qu'en réalité, l'armée n'était pas équipée. En tout cas, pas de façon conséquente comme ce qu'on disait dans les médias. Donc, voilà toute la difficulté aujourd'hui. Il faut reconstruire cette armée, rééquiper cette armée pour l'adapter à la lutte antiterroriste. Bien que ça ne soit pas forcément l'équipement qui soit l'élément essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'on ne nous attaque pas avec des hélicoptères, on ne nous attaque pas avec d'autres armes que des Kalash ou des PKMS, chose que nous avons au moins. Donc ça veut dire qu'il faut une nouvelle stratégie, il faut une nouvelle réorganisation, mais il faut qu'elle arrive vite, parce que les groupes armés terroristes avancent très vite aussi. Et s'adaptent rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu des propos qui ont suscité, nourri de l'espoir chez les Burkinabés. C'est qu'on ne soit plus attentiste, mais qu'on soit dans l'offensive. C'est ce que les Burkinabés ont demandé depuis. Pour vous, comment ça peut prendre forme quand on regarde? Les changements qu'on est en train de faire, ça, on sent, dans la lecture, on sent une dynamique portée vers l'avant en la matière? Pour le moment, on n'a pas encore vu cette dynamique, parce qu'on n'a pas vu des annonces, ou on n'a pas vu, sauf si on n'est pas informé sur le terrain. Mais ça doit se faire par une réorganisation des entités de détachement. Nous avons des détachements isolés qui sont faibles. Alors, quand vous mettez un détachement qui n'a pas les moyens logistiques nécessaires, qui n'a pas les hommes suffisants pour faire face à une horde de terroristes, effectivement, ce détachement est très affaibli. Donc, il est nécessaire qu'on fasse des super camps et que ces super camps soient très mobiles avec tout l'équipement nécessaire pour aller au front et pour aller à l'encontre des groupes armés terroristes, mais ne pas attendre que les groupes armés terroristes viennent nous attaquer. Et là, on était dans la phase défensive, on se défendait. On avait bunkérisé nos détachements et on attendait qu'ils viennent nous attaquer. Et lorsqu'on ripostait, on était content. Non, ils ne doivent même pas avoir le courage de venir nous attaquer, parce que on aura affaire désormais à des super camps. Et ces super camps, c'est des camps qui doivent comporter des effectifs assez pléthoriques, avec tous les moyens nécessaires, et qui permettent effectivement à des hommes de se projeter sur des kilomètres ou sur des zones
de mener des opérations et de revenir au camp et être en sécurité. Voilà ce qu'il nous faut pour pouvoir gagner dans la lutte contre le terrorisme, et aussi bien sûr un système de renseignement qui est basé, dont la pièce maîtresse c'est la population. Tant que nous n'avons pas fait cette guerre des cœurs, tant que nous n'allons pas et reconquérir le cœur des populations, eh bien c'est une lutte qui va être difficile à avoir, parce que la pièce maîtresse dans cette lutte, comme je le répète, c'est les populations locales. Et quand on parle de ce terrorisme-là, le visage n'est pas pareil. Hein. Celui malien, celui burkinabé. Au Mali, il y avait on avait des revendications de territoire. Hein. Il y avait cela, il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait la religion aussi. Mais quand on regarde le cas burkinabé, on ne voit pas des occupations si fortes. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir de là, c'est vraiment eux qui sont là, à part quelques enclaves dont on parle et tout. Pourquoi cet état de fait? On a l'impression qu'on tape et puis on disparaît dans la nature. Les groupes armés terroristes ont appris de leurs erreurs au Mali. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas gouverner des entités. Ils ont vu des erreurs où ils ont tenté de gouverner, où la population même s'est révélée contre eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de la gouvernance à distance. Ils contrôlent la zone sans l'administrer. Ils laissent toujours l'administration et ils accusent l'administration d'être responsable de tout ce qui arrive aux populations, mais c'est eux qui contrôlent qui entre, qui sort. Et ils ont réussi à faire ce qu'on appelle, à communautariser le terrorisme. Communautariser le terrorisme, c'est-à-dire en impliquant, en enrôlant la population, donc en s'incrustant au sein de la communauté. Donc, en réveillant un certain nombre de faiblesses de ces populations-là, en suscitant une rébellion, en suscitant des insurrections. Et ces insurrections ont tendance à être de plus en plus des insurrections armées, parce que tout simplement, ces populations se disent abandonnées. Ces populations rurales se disent abandonnées par les populations urbaines. Donc de plus en plus, ils ont des adeptes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à changer la mentalité de ces populations, aidés par l'absence de l'État, par l'incapacité de l'État, de l'administration à fournir les services sociaux de base, par aussi l'incapacité des forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité de ces populations. Donc ces populations se retrouvent aujourd'hui contraintes à collaborer avec les forces de défense et avec les groupes armés terroristes, malgré bon gré. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Quand vous écoutez les alertes, vous entendez qu'ils se déplacent à 300, à 400, deux fois à 1000. Mais j'aime le dire, ce n'est pas des Chinois qui sont venus augmenter les rangs. C'est des Burkinabés qui ont décidé de rejoindre le rang de ces groupes armés terroristes. Mais pourquoi ils ont décidé de rejoindre le rang de ces groupes armés terroristes? C'est la question à laquelle il faut répondre. Et il faut trouver des solutions pérennes. Sinon, ça va être presque difficile d'en arriver à bout. D'accord. Alors, dans la lutte contre le terrorisme, alors les pays du Sahel ont des partenaires. On a la France, il y a aussi d'autres pays européens. Geoffroy rappelait la force Takuba. Mais le débat sur la sincérité de cette coopération s'est beaucoup posé ces derniers temps. Votre regard là-dessus en tant que spécialiste? Effectivement, on a l'impression que... on a même l'impression que les États, la communauté internationale entretient cet état de guerre, cet état d'insécurité au Sahel. Pourquoi? Vous avez au moins une vingtaine de stratégies qui ont été mises en place au Sahel, particulièrement au Mali. Vous avez presque toutes les armées européennes qui se retrouvent au Mali. Il y a rare d'armées qui ne sont pas représentées au Mali. Et malgré tout, de 2011 à aujourd'hui, la portion du territoire contrôlée par l'État malien a complètement été divisée par deux. Ensuite, vous avez des partenaires qui ont des agendas individuels, qui ont des agendas en fonction de leur politique. Quand vous prenez Barkhane et la France a son propre agenda qui est différent des agendas des autres. Prenez le G5 Sahel, qui est une organisation presque morte. Comment vous pouvez mettre en place une structure parce que le G5 Sahel est une structure fermée à 5 pays du G5 Sahel. C'était imposé par nos partenaires. Donc, 5 pays du G5 Sahel, où parmi les 5 pays, il y a 3 présidents qui sont arrivés par coup d'État. Aujourd'hui, qui n'ont pas une légitimité, je peux dire, constitutionnelle. Donc, vous avez aujourd'hui des États qui sont préoccupés par l'instabilité politique plutôt que par la question sécuritaire. Et vous avez des partenaires aussi qui tentent de se positionner dans ce climat géopolitique en fonction de leurs intérêts. Donc aujourd'hui, il va falloir aplanir tout ça et donner une orientation unique
dans la recherche de la solution au Sahel. Et je pense que le Mali est dans cette lancée parce que le Mali même ne comprenait pas que font les partenaires sur le sol malien. MINUSMA, Takuba, G5 Sahel et Alliance Sahel, il y a toutes sortes de projets au Mali, mais ça n'avance pas. Je pense que c'est dans cette logique que le Mali attend d'aplanir. Et c'est la même chose que le Burkina et le Niger doivent faire pour pouvoir trouver des solutions pérennes. Donc la communauté internationale doit faire en sorte qu'il y ait une seule ligne conductrice basée sur les objectifs des pays qui sont victimes pour pouvoir trouver la solution. D'accord. Dernière question, observation pour vous, juge Boukma. Non, c'est effectivement cette situation au Mali, où la force Takuba, Barkhane sont en train de se déporter au Niger. Ils l'ont dit, en tout cas, c'est beaucoup plus le Niger qui va accueillir, compte tenu de la situation chez nous. En tout cas, c'est le Niger qui semble être le point de chute. Voilà, leur point de chute. Mais maintenant, en termes d'efficacité, bon, effectivement, quand on regarde le résultat sur le plan de terrain, il y a à s'interroger. Mais maintenant, il y a une asphyxie également du Mali qui se prépare. Quand on regarde sur les signaux sécuritaires, la collaboration avec la Russie, est-ce que cette collaboration est de nature à véritablement inverser la tendance au Mali? Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas que les Russes en sortent là où les Européens ont échoué. Je ne crois pas que ça va avoir un impact plus que et là où les Européens ont échoué, parce que tout simplement, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes méthodes, mais il faut que les Maliens comprennent que ce n'est pas la lutte armée qui va trouver une solution à leurs problèmes. Les Maliens ont un double problème. Ils ont un problème de cohésion sociale et ils ont un problème d'insécurité. Parce que la rébellion malienne n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, vous avez des entités, vous avez au moins 5 groupes armés indépendants de l'armée au Mali, qui ont aussi les territoires qu'ils contrôlent. Donc, il va falloir conjuguer avec tous ces gars-là pour avoir l'air accord, pour qu'on puisse avoir des résultats probants. Donc pour moi, Wagner n'est pas une solution. Et pour moi, ce n'est même pas envisageable que Wagner soit une solution aussi pour le Burkina, parce que je vois des gens déjà qui parlent de ça. Parce que tout simplement, tant que ce n'est pas nous qui allons prendre en charge notre propre défense, notre propre sécurité, ça va être difficile. Et en plus, lorsque vous mettez des armées étrangères, il y a tellement de bavures sur vos populations que vos populations vont se retourner à la fin contre vous, parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Et on connaît aussi les méthodes de Wagner. Donc, pour moi, il y a lieu effectivement que peut-être le Malien soit équipé, soit entraîné par des Russes, mais que sur le terrain, ça soit les forces, les FAMA, pour pouvoir avoir un visage humain dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, ça va être difficile. Oui, mais en attendant, le Mali est quand même pris à la gorge. Il y a la France d'abord qui, elle, a dit on va partir. C'est là que les problèmes ont commencé. Et les Maliens ne pouvaient pas s'asseoir et regarder. Ils savaient très clairement que leur force, leur offre domestique, avait besoin d'un fort renfort. Maintenant, lequel? Wagner devient une solution, une alternative. Maintenant, c'est aux conditions que l'on peut avoir les résultats. Oui, Wagner devient une alternative, mais Wagner devient une alternative si réellement il y a une stratégie qui est élaborée par le Mali. Si Wagner doit venir proposer des solutions aux Maliens, ça va revenir comme ce que Barkhane a fait. Barkhane est venu proposer des solutions. Barkhane n'est pas venu pour appuyer l'armée malienne. Barkhane n'était même pas venu pour rester. Barkhane était venu pour stabiliser et repartir. C'était l'une des plus graves erreurs de Barkhane, c'est de s'incruster et de rester de façon durable. Serval d'abord. Et Serval d'abord et après Barkhane. Donc ça veut dire que si Serval avait fini sa mission et repartir, et avec des appuis ponctuels, ça, on n'en allait pas en être là. Donc pour moi, effectivement, Wagner peut être une solution, mais Wagner va être une solution si le Mali a une stratégie, si le Mali sait ce qu'elle veut, et donc et oriente Wagner dans la recherche de la solution. Mais pas que Wagner vienne en Missie pour trouver la solution au problème malien. Mahamoudou Savadogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. Avec vous, on a parlé justement des questions sécuritaires et de la réorganisation, de la sécurisation des institutions et des autres personnalités au Burkina Faso. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne naturellement rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et WattFM.